Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est notamment de faire un point sur le déroulement du MOOC, voir si vous avez des questions sur le contenu, sur les modalités qui sont proposées, les questionnaires, les défis. Dites-nous si vous avez des questions d'un ordre quelconque dans l'avancement, dans la constitution des groupes. On est là en fait pour répondre à toutes vos questions. C'est le premier objet de ce webinaire. Olivier, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Ben non, et puis c'est l'occasion sur le fond, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si on a besoin de retoucher quelque chose, de nous le dire maintenant, hein. Nous on peut se rendre disponible pour expliquer les choses différemment. C'est comme vous le sentez. Nous on est à votre écoute. On aura peut-être même des questions. Enfin moi j'en ai. Ouais. On va pas débriefer, on va pas débriefer les travaux des gens. Ça c'est plutôt le lundi soir, hein. Là on est vraiment Oui. sur des questions dans l'absolu. Oui, alors on peut revenir juste rapidement en attendant de collecter les premières questions et merci à la personne qui s'appelle Dehan de cette première question. Juste en attendant, reprendre la structure, le déroulement des semaines. Pour l'instant, la manière dont on procède, c'est que le lundi, le cours est ouvert. On souligne ça, nous, d'un mail et d'une info du cours pour rappeler ce qui se passe dans la semaine. Première chose. Et puis faire un point sur ce qui se passe un peu dans les discussions. Ça facilite les choses pour les personnes qui n'ont pas le temps d'aller voir dans les discussions ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Le mercredi, en l'occasion du lundi, est lancé un nouveau défi à tous les groupes collaboratifs. Le mercredi, on lance une controverse, c'est-à-dire une discussion qu'on oriente un petit peu, où on vous pose une question, qu'on espère soit polémique, soit un appel à contribution. Cette Et on semaine, vous invite. ça marche très très bien. Non, cette semaine, on a voulu faire changer et mettre un appel à contribution. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est des questions qu'on va vous poser. Vous nous direz ce qui facilite ou ce qui empêche vos contributions. Ça, c'est le mercredi. On le souligne pareil d'une info du cours et d'un mail. J'ai oublié de dire que le lundi soir a lieu un webinaire pour revenir sur les productions de la semaine passée. On fait le point avec les groupes collaboratifs, mais aussi avec tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour poser des questions. Mais là, c'est vraiment un webinaire sur le contenu le lundi soir. Donc, c'est vers 17h15. Mercredi, la controverse, et normalement le week-end, vous nous rendez vos travaux collaboratifs. Et nous, on les regarde pour préparer le webinaire du lundi. Pardon? Ouais. Moi, je vois Sandrine qui n'arrivait pas à faire ce que je mets pour le week-end, alors ça me faisait rire, alors je l'embête un peu. Voilà. Et tout le long, en fait, on discute ensemble sur l'espace discussion, soit sur le fond, soit sur les soucis techniques. Donc on vous répond. Là, il y a une petite dédicace à Olivier, je pense, sur le dessin. Je crois. C'est possible. On n'est pas à l'abri, Voilà. quoi, hein. Ok. Voilà. Alors, les questions, pour ceux qui Ok, sont alors déjà on va venus. prendre vos questions. Donc, première question de Dehan. Comment positionner le travail personnel au regard du travail collectif? Par exemple, pour la cartographie des compétences, est-ce à faire solo ou doit-on produire une analyse pour le groupe? Pour le groupe. Parlez-en ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, ouais. Ce qui est intéressant, c'est de confronter ses points de vue en plus. C'est vraiment là, sur un exercice comme celui-là, la façon dont on voit les choses qui peut être intéressante parce que ça permet d'abord d'avoir des points de vue différents. Ensuite, peut-être de faire naître des nouvelles visions des choses. Mais quand on parle des acteurs, bon, ça, les acteurs, tout le monde va être à peu près d'accord sur qui est important, qui est là, qui est pas là. C'est peut-être moins vrai sur qui est important, qui est pas important dans le processus. Important dans le processus, important ou pas important dans l'absolu, ça nous intéresse pas du tout. Et ensuite, la dernière chose, et c'est là où c'est intéressant, c'est les interactions entre les acteurs et comment on peut les représenter
Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, par exemple, un des travaux qui nous a été rendu, c'est du plus sympathique avec nous jusqu'au plus hostile. Bon bah ça c'est une grille qui est intéressante, mais ça peut être géographique, ça peut être par en faisant par rapport à des contraintes qu'on peut avoir dans le projet, etc. Donc les contraintes logistiques, les contraintes administratives, les contraintes de temps, enfin voilà. Donc je pense que c'est intéressant qu'il n'y ait qu'un seul travail rendu, parce que quand il a été le résultat, le fruit d'une discussion entre le groupe. Voilà. Ouais. Alors j'ajoute quelque chose, hein, c'est que parfois le travail collaboratif n'est pas simple pour des raisons logistiques, pour des raisons de temps ou de disponibilité des participants, et simplement d'arriver à dispo tous ensemble pour y travailler. Parfois, c'est juste des modalités numériques qu'il faut avoir le temps de mettre en place entre vous et le temps passe vite, donc vous n'avez pas forcément eu le temps. Rien n'empêche. Et puis parfois aussi, certaines personnes n'ont pas trouvé de contributeurs pour leur groupe, pour leur projet, ou n'ont pas trouvé de projet qui leur correspondait. Du coup, n'hésitez pas à vous lancer de manière individuelle. Excusez-moi, je cherche mes mots. C'est pas grave. La c'est un gros plus, c'est quelque chose qu'on a envie que vous expérimentiez. Mais si c'est pas possible, faites-le vous. C'est déjà une première expérience qui est enrichissante. D'accord, ne Ouais. vous censurez pas parce que vous êtes tout seul. Au contraire, lancez-vous. Nous, notre but, c'est que vous vous lanciez dans toutes les conditions. Le collectif étant quelque chose de merveilleux à expérimenter et de pas facile. Et c'est bien que vous fassiez l'expérience à la fois de l'intelligence collective et à la fois des difficultés de mise en œuvre, parce que c'est la réalité. Mais oui, là, on voit Lorraine qui nous dit c'est vachement compliqué. Bah ouais, c'est compliqué, hein, le travail à distance. Il faut avoir des modalités. Il y a plein de petits dispositifs pour se voir comme ça qui sont pas très compliqués, hein. Ne serait-ce que Hangout sur Google ou moi j'utilise un petit truc qui s'appelle Zoom.us qui est vraiment super pour pouvoir avoir des discussions à deux, voire à trois ou quatre. Mais effectivement, c'est une habitude de travail qui est nouvelle, hein, mais qui sera de plus en plus forte. Donc oui, c'est compliqué. Oui, vous essuyez les plâtres, hein, c'est le premier MOOC, hein, et donc on fait une tentative et on essaie de voir. Et puis peut-être que on aura des idées sur comment outiller la fois prochaine sur ces questions-là de façon peut-être plus forte. Voilà. Voilà, donc vous pouvez utiliser Zoom.us, vous pouvez utiliser des Framateam ou Frama. Et puis il y a aussi un outil gratuit qui s'appelle Appear In. Vous pouvez utiliser Skype, enfin, pour faire ce qu'on est en train de faire ensemble là, hein. Des petits webinaires mais privés. Voilà. On a une question là sur la participation des usagers, des citoyens, les outils à disposition sur ce sujet. Peut-être qu'il faudrait donner la parole à la personne pour qu'elle s'exprime dans le micro. Ça va être plus facile que par écrit. Vous avez un micro? Alors, Chabot Escoub, est-ce que oui, faut que vous nous disiez si vous avez un micro ou pas. On va vous donner la parole. Nous, il faut qu'on débloque l'autorisation aussi. Hop, je suis en train de le faire. C'est fait. Merci. Est-ce que vous avez un micro? Il faut le mettre en haut là. Vous avez une icône avec un micro, il faut appuyer dessus, il faut qu'il soit vert. Et après, vous pouvez parler. Et quand vous parlerez, ça fera des petites ondes qui bougent. Vous aurez ainsi la preuve que ça diffuse. Ça marche. Si vous n'avez pas de micro. Oui, mais je cherche. Bienvenue dans la découverte des outils numériques. Ok, alors en attendant, on peut tester la question de Christelle Amblard 2, deuxième du nom peut-être. Quel, quel est le lien entre le MOOC et les séminaires innovation? Alors les séminaires innovation, c'est les universités de l'innovation publique dont vous parlez, Christelle. Christelle nous répond par chat, oui, c'est ça. Alors qui répond? Olivier, tu veux répondre? Tu veux que je réponde?
Bah, il y en a pas. Voilà, c'est les mêmes. Hein, Sandrine qui dessine très très bien, hein, Sandrine. Hein, il faut pas m'en vouloir pour tout à l'heure. Sera celle de Rennes. Catherine sera à celle de Cluny et moi je serai à celle d'Aix-en-Provence. Donc enfin on travaille ensemble. Hein. On a quelques défis qui sont travaillés là dans le cadre du MOOC, qui passeront une deuxième étape et puis qui seront en accélération de projet au cours de l'université d'été dans certains cas. Euh, on fera notre dernier webinaire en duplex, en triplex même, depuis les trois universités d'été différentes. Enfin, on ne sait pas encore si on va y arriver, mais on y croit très fort. Et c'est à peu près c'est à peu près le seul lien. Je pense que nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça amène les gens à tester en vrai, après toutes les frustrations liées au numérique, à tester en vrai de mener un projet, de mener un défi tel que ça va se passer dans les universités d'été. Et voilà. Moi, je forme les facilitateurs de Cluny. J'ai fait ça cette semaine. Ils sont prêts, hein, ils sont à fond et ça va être super, quoi. Voilà. Alors, je vais apporter une précision. Le MOOC, comme les universités, ont un but commun qui est d'essaimer les pratiques de l'innovation publique territoriale à travers toute la France métropolitaine d'outre-mer et même ailleurs, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe collaboratif à Kinshasa. Et puis, il peut y en avoir d'autres ailleurs. On a des contributeurs aussi au Québec. Et puis, des participants d'un peu partout. Donc, le but est commun. Ça fait partie d'un dispositif commun d'essaimage. Simplement, le MOOC est une modalité à part qui marche complètement différemment en termes de temps et en termes de modalité. Néanmoins, c'est la même philosophie derrière de design basée sur la philosophie du design et les méthodes du design et les outils du design qui sont appliqués dans un cas en présentiel de manière intensive et dans l'autre cas à distance de manière un peu plus échelonnée. Voilà. Alors sur la question, pour revenir sur les usages, que je reprenne la participation des usagers, des citoyens, les outils. Euh, En fait, euh, euh, appréhender ces questions d'ouverture des projets à d'autres, c'est pas très compliqué. On a d'abord ce qu'on a fait dans la première semaine où on était vraiment dans le dur, c'est la question du contexte, comprendre qui sont les acteurs, pour pouvoir mobiliser ceux dont on a besoin à certains moments et surtout faire en sorte que ils découvrent pas dans la presse ou par la bande qu'il y a un projet qui concerne un sujet qui les intéresse particulièrement parce que c'est souvent très 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 négatif derrière. Donc il y a la question de savoir qui on va aller voir en termes d'acteurs, mais il y a un moment donné où les acteurs ont une expertise, mais l'expertise d'usage, c'est les usagers qui l'ont. C'est tout bête, hein, mais c'est eux qui font quoi. Euh, je prends un exemple souvent. Si on demande pour une piste cyclable où on décide de faire monter une piste cyclable sur une grande côte, si on demande à des gens qui sont dans les associations de vélos s'ils trouvent ça bien, ils diront oui, il n'y a pas de problème parce que eux, la côte, ça leur pose pas de problème. Et peut-être que les gens qui prennent les vélos ont pas envie de se taper une côte et qu'il faut peut-être faire le truc le plus plat possible. Hein, le vélo, ça marche bien sur le plat quand c'est en ville. Bon bah voilà, c'est ça. Donc l'expertise d'usage, ça va être la maman avec ses trois enfants ou ses deux enfants dans sa boîte là, dans son vélo hollandais, qui va l'avoir et pas forcément le type de l'association. Donc aller voir les usagers, ça sert à comprendre des choses simples et à les réintégrer dans son expertise. Ça va être la question de la beauté, ça va être la question du temps passé, ça va être la question du confort. Je sais pas moi. On peut imaginer, enfin moi j'ai vu des PMI ou des centres médico-sociales où on arrivait à rentrer avec une poussette, mais par contre pour en sortir il fallait faire des manœuvres quoi, donc c'est pas possible. Dans l'absolu. Et donc l'idée c'est se poser la question de savoir qui ça peut être intéressant d'aller
d'aller rencontrer. Peut-être dans un premier temps, pour ça, observer les choses in situ ou dans des endroits qui ressemblent aux lieux qu'on va peut-être créer ou sur lesquels on va peut-être intervenir. Et puis après, se poser des questions et les reformuler pour être capable de demander aux gens leur avis. Alors, il y a des fois où c'est simple, ils l'ont, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Hein, c'est la semaine prochaine ou c'est cette semaine qu'il y a Stéphane Non, c'est cette semaine le film de Stéphane Duguay. Oui, il me semble. Voilà, là, c'est une interro Oui, surprise. Ah ouais, oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Sandrine nous confirme. Bon, bah, voilà, Stéphane le raconte très très bien. Des fois, les gens n'ont pas d'avis, donc il faut travailler les choses peut-être différemment. Euh, mais de fait, parler aux gens, c'est quelque chose qui permet d'avoir de la matière nouvelle à intégrer et à mettre en face de son expertise. Et donc, un certain nombre d'outils existent. Nous, on vous a fléché ceux que la DITP, donc que l'État met à disposition des agents publics. Et ils sont souvent très bien expliqués. La première semaine, on vous avait donné aussi le lien sur un petit bouquin qui s'appelle DIY avec plein de procédures qui sont aussi souvent très intéressantes. Elles sont construites par des gens qui ont vraiment, vraiment, vraiment de la bouteille sur ces questions-là. Et voilà, le mieux en fait, c'est d'essayer d'aller voir des gens et leur parler, leur poser des questions simples. D'abord, les gens adorent ça, parler d'eux et raconter les choses qu'on s'intéresse à eux. Et c'est très très bien. Et puis bah moi aussi j'aime bien les questions parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à moi. Et c'est toujours agréable. Et donc on peut obtenir comme ça des choses intéressantes. On en parle peut-être la semaine prochaine, mais pour être vraiment créatif, vraiment trouver des choses nouvelles, il faut peut-être essayer d'aller voir des publics qui sont un peu en marge des publics centraux des usages sur lesquels vous voulez travailler. Si vous voulez trouver des choses nouvelles, faut peut-être aller chercher des gens un peu particuliers, un peu à la marge qui fonctionnent, enfin qui utilisent malgré le fait que normalement ils ne devraient pas utiliser. Je vous donne un exemple simple. Dans, bon, dans les écoles, dans les villes, c'est souvent les classes supérieures, les classes moyennes qui les utilisent, mais dans les quartiers populaires, il y a moins de gens, il y a moins d'enfants dans les cantines parce qu'ils rentrent à la maison. Pourtant, c'est l'occasion d'abord de faire un temps périscolaire et de faire peut-être des activités, puis ensuite d'avoir des repas équilibrés, etc., d'avoir un moment de convivialité et de socialisation. Donc, peut-être passer du temps avec les enfants ou avec les familles des enfants qui sont à l'école, y compris le midi, peut être des façons de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on peut y aller ou qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas y aller. Donc et ça, c'est pas des études, c'est pas des grandes études sociologiques qui vous le diront, c'est les gens quoi, parce que ça va dépendre du centre commercial qui est à côté, enfin ça va dépendre de choses qui sont complètement in situ. Donc c'est ça l'intérêt de parler avec les gens directement sur le terrain. T'arrives à faire quelque chose avec tout ce que je raconte ouais, elle y arrive. Ouais, ça rejoint Voilà. pour Chabot là qui nous pose cette question. Ça rejoint l'appel à contribution qu'on a lancé sur la discussion et sur lequel pour l'instant on n'a pas des masses de réponses. Ce qui veut peut-être que nos mookers n'ont pas des masses d'expérience sur l'ouverture, sur comment sortir de l'entre-soi, parce que souvent on interroge aussi les gens qu'on connaît, donc les gens dont on connaît finalement peut-être déjà la vie. Donc comment sortir de l'entre-soi et comment sortir de ses propres filtres, parce qu'on est des experts d'un sujet, pour pouvoir réellement s'ouvrir à des points de vue qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on attend au départ. Il y a Béatrice qui parle de la démocratie participative. Le problème de la démocratie participative, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver comment aller chercher les gens plus loin que ceux qu'on voit d'habitude. Il y a un designer qui travaille dans un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui s'appelle Hermel Lecause, qui dit on voit toujours les mêmes. Dans les réunions publiques à 18h30, c'est donc un public un peu ciblé, 60, 70 ans, les retraités actifs, on va dire comme ça.
c'est une caricature, hein. C'est un archétype de comportement puisque on fait des personnages. Bon, on est vraiment là-dedans, mais c'est vrai que c'est plutôt ce public-là. Et sur Internet, c'est les activistes, quoi. C'est les gens qui aiment bien passer du temps dans les forums, etc. Donc il faut essayer d'aller voir pour la démocratie participative d'autres populations. D'autres populations, c'est parfois aller les voir directement sur le terrain, qui peut être une solution, ou trouver des nouvelles façons de faire, des nouveaux formats et et aussi comment dire être capable de donner l'information de la façon la plus claire et la plus transparente possible. C'est là où la représentation est intéressante parce que il faut être capable, il faut que ça soit compréhensible simplement. C'est dur hein, d'expliquer des choses complexes avec des mots simples, mais c'est souvent l'enjeu qui il est souvent situé par là, quoi. Oui, merci Béatrice, qui justement milite dans ce sens, dans ta collectivité. Le marché le samedi matin, c'est intéressant, mais il faut aller aussi au Super U ou au Carrefour Market le mercredi soir. Enfin, je veux dire, il faut voir des gens différents, quoi. C'est ça. Ouais, alors sur l'intérêt particulier, oui, les gens ils défendent leur intérêt particulier, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que l'intérêt d'une vraie démocratie participative qui prendrait pied sur une base plus large, c'est que les intérêts particuliers des uns seraient confrontés avec les intérêts particuliers des autres, et puis il y a peut-être une chance qu'à force d'avoir plein d'intérêts particuliers, on arrive à des intérêts collectifs, voire même à l'intérêt général. Alors, on avait une petite question de Lorraine qui a rien à voir, mais je l'ai reprise plus haut dans le chat. Elle disait, on a fait une cartographie des acteurs, mais un peu en retard. Est-ce qu'il est possible d'en discuter lundi? La réponse est oui. Oui, Vous aurez bien compris que on organise au mieux le MOOC, mais on n'est pas des fanas du formatage. On aime mieux quand on est presque plus content, Olivier et moi en tout cas, quand ça sort du cadre. On peut dire ça, oui, Olivier. Donc, Lorraine, bienvenue avec ta cartographie une semaine trop tard. Ça nous va très très bien. oui. Alors, on a plusieurs questions qui sont en train d'arriver, questions ou réactions. Les élus confondent parfois concertation, consultation, information, et pas que les élus d'ailleurs. Voilà, je suis à 100% d'accord. Des fois, on est invité à des réunions pour servir de caution à ce qui était déjà prévu, c'est insupportable. Ouais. Mais en même temps, de l'information, c'est pas grave. Hein. Les gens, ça leur pose pas de problème que les élus prennent des décisions. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit clair. C'est-à-dire que si on dit ouais, on va co-construire, et puis qu'à la fin, ils interviennent sur la couleur de la peinture, c'est catastrophique, c'est même délétère. Ce qu'il faut, c'est que les choses soient claires dès le départ. Voilà, est-ce qu'on est dans de la co-conception, c'est-à-dire nous, on va définir quels sont les enjeux et quelle est la politique publique, et on va travailler ensemble sur les modalités. Est-ce qu'on est sur de la co-construction, c'est-à-dire on va carrément tout refaire ensemble? Est-ce qu'on est juste sur de l'information? Est-ce qu'on est on concerte, c'est-à-dire on va un petit peu discuter et on peut bouger sur les marges. Il faut que les choses soient claires au départ. Et si les choses sont claires, ça peut marcher. Même un truc très descendant, c'est pas grave. Mais il faut que ça soit qu'on revienne pas sur la parole. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Il y avait une question là que j'ai vue sur les interactions avec des publics avec des difficultés cognitives. Alors bon ben franchement oui, c'est possible, tout est possible, mais par contre, il faut faire appel à des spécialistes quoi, à des psychologues, à des sociologues, à des anthropologues, à des ethnologues. Enfin, moi j'ai un exemple dont je parle dans mon tête. Si vous l'avez regardé au début, je vais donc vous rappeler un truc, enfin répéter un truc, c'est que sur une école, sur du périscolaire, il y a une ville qui a travaillé sur savoir demander aux enfants leur avis sur ce qui était fait au périscolaire. Et pour ça, eh ben, ils ont engagé une équipe de sociaux qui ont travaillé avec des psychos, qui ont travaillé sur des questionnaires et des formats qui permettaient aux jeunes, aux enfants, de s'exprimer.
Parce que c'est sûr que eux, ils sont pas très très habitués à donner un avis construit et élaboré avec un grand 1, un grand 2, des grands A et des grands B, quoi. Donc il fallait des gens pour être capable de prendre leur parole et puis pour être capable de la traduire un petit peu. C'est parfaitement possible, hein. C'est parfaitement possible. Catherine, Pareil il pour faut que la tu m'aides, barrière de j'arrive pas à langue. suivre. Oui, oui. Non, mais je disais Bah, pour pareil la pour les barrière. barrières de la langue et enfin, c'est la même chose. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que pour le coup, le filtre est encore plus facile à déposer parce que sinon, il n'y a pas du tout de dialogue. Donc là, si on dépose pas ces filtres à la base, avec des populations où on a un vrai enjeu de communication, eh ben, on dépose ces filtres de toute façon. Alors, Et ça peut on être le a... cas même. Pardon? Ça peut être le cas avec des gens tout ce qu'il y a de plus normaux, quoi. Enfin, après avoir raconté l'histoire de cette école, je raconte que moi, quand j'ai fait Pays de la Loire 2040 avec le Conseil régional des Pays de la Loire, quand on est allé, la première fois, on est allé voir les gens en leur disant, ouais, on voudrait vous interroger sur 2040. Les gens, ils arrivaient pas à se projeter. Ils étaient d'abord dans une projection personnelle, c'est-à-dire dans quel état je serais en 2040. Et une fois qu'ils avaient là, il bloquait là-dessus et on n'obtenait rien du tout. Il a fallu qu'on trouve des biais, des façons de faire, il a fallu qu'on les emmène pour être capable d'exprimer des points de vue. Donc il faut outiller parfois avec des gens tout ce qui est de plus traditionnel. Ça dépend de la question en fait, ça dépend de si l'expertise d'usage ou l'opinion elle est facilement, enfin les gens peuvent facilement la donner ou pas. On a un témoignage d'expérience, on va dire, d'un de nos participants qui s'appelle G. Foussadier. D'expérience, donc je lis, hein, d'expérience, il est difficile pour un représentant de l'institution, fonctionnaire et encore plus élu, de toucher les publics les plus éloignés. On constate un phénomène de défiance vis-à-vis de l'institution qui s'entend parfaitement. Du coup, avec mon équipe, on a eu beaucoup recours à des habitants, peut-être moins en marge, mais on descend malgré tout d'une marche. Ce qui est vrai, hein, voilà. Par contre, ceci demande un changement de posture pour les agents, formation des citoyens tiers. Ça me fait penser de vous dire qu'on a aussi des outils dans le MOOC sur la posture, qui sont des podcasts qui sont faits par Anne Lechêne, qui collabore notamment avec Ouais. l'Université du Nou, et qui parle, elle, non pas de technique et de méthode, mais uniquement de posture. Donc, je vous invite à aller la voir, à aller écouter ça ou télécharger la transcription de ce qu'elle dit, suivant le format que vous préférez. Donc, Après, moi, attends, il y a une autre contribution sur la question, ensuite. je voudrais juste dire un Ouais. truc. Juste dire un truc, c'est qu'en fait, dans les grandes collectivités, et notamment en local, même pas que dans les grandes, d'ailleurs assez vite, on a des gens qui s'occupent des enfants, enfin qui viennent de l'éducation populaire, et parce qu'ils ont fait leur BAFA, leur, je sais pas moi, leur BPGEPS, etc., etc., et qui ont une certaine facilité à discuter avec des publics. Et on les utilise juste pour s'occuper des mômes. Enfin, c'est déjà bien, hein, mais on pourrait aussi les associer sur ce type de dispositif. Et eux, ils ont une pratique, quoi. Et ils sont déjà là. Donc, c'est peut-être une. Enfin, moi, en tout cas, c'est un de mes dadas. Je suis sûr qu'il y a des liens à faire entre l'innovation publique et l'éducation populaire. Et peut-être que ça peut être une solution intéressante pour aller voir des publics où on ne sait pas comment s'y prendre. Alors justement, on a des témoignages là. Euh, donc toujours la même personne qui nous dit, dans la pratique, nous avons formé ces habitants aux méthodes d'enquête sur l'espace public. Donc carrément former les habitants eux-mêmes pour qu'ils aillent enquêter, c'est super intéressant. Béatrice abonde dans le sens d'Olivier aussi, elle dit le recours aux assos sur le terrain porte bien ses fruits. Alors attention à l'expertise des assos aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il peut y avoir ce biais-là, que les assos sont elles-mêmes des expertes et donc comment elles savent écouter des gens qui ne le sont pas et comment elles savent les atteindre. Et Anne-Claire qui nous dit qu'il y a une méthode de concertation en 4 stades. Information d'abord, consultation ensuite, concertation et à la fin codécision. Oui, Ces 4 stades, avec ces 4 niveaux d'association aussi, si je comprends bien. ouais, il y a deux branches parce que la consultation
franche et carré, on dit ouais, on va demander votre avis, ou ça peut être juste de recueillir de l'expertise d'usage, parce qu'on peut être amené juste à aller prendre des informations sur la façon dont les gens se comportent, utilisent le service public, en leur disant, mais sans leur faire de promesses sur en quoi que ce soit, sur la façon dont on va prendre en considération ce qu'ils nous disent, et peut-être après, on va peut-être tester, on va peut-être faire des prototypes à partir de ça. Donc il y a une branche un petit peu sur la consultation et la codécision. Elle est, j'en parlais tout à l'heure, il y a deux façons de voir la codécision, c'est-à-dire que ça peut être la coélaboration d'une politique publique sur des bases qui sont construites par l'acteur public, donc on définit les modalités ensemble, quoi. Soit on repart du départ avec les gens. Et là, on est vraiment dans la co-construction pure et dure. Donc, il y a, à mon avis, il y a deux branches encore là. Donc, vous voyez, je vous mets des branches à votre arbre là. Ouais. Et Anne-Claire nous confirme que c'est bien des niveaux indicatifs du degré de participation. Ouais. C'est bien de les avoir en tête pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire réellement et jusqu'où on associe nos usagers. Nous, on prône évidemment la co-construction, mais c'est à Des fois, réfléchir c'est suivant pas. les Des fois, projets. c'est. Voilà, c'est à réfléchir suivant les projets. Ouais. Non, parce qu'il y a des fois, je sais pas moi. Par exemple, on construit pas une centrale nucléaire. Je suis, au-delà du fait qu'on est pour. Il y a des moments où, voilà, il y a des choses qui se font. On co-construit pas un pont. Voilà, c'est des ingénieurs qui savent faire ça. Mais on peut discuter des modalités de comment on arrive et qu'est-ce qu'on attend de ce pont. À quoi il va nous être utile. C'est quoi l'usage qu'on va en avoir. Mais par contre, derrière, on co-construit pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon dosage et réfléchir à ce en quoi les usagers sont légitimes et ce en quoi ils vont se sentir légitimes. Parce qu'il ne faut pas leur demander de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire et puis où ils s'en sentent pas, ils veulent pas en porter la responsabilité, quoi. Donc c'est Alors on a quelque chose une d'assez ténu. Béatrice, ouais. On a Béatrice qui introduit une notion aussi qui est importante à mon avis, c'est celle du timing. Elle dit qu'en tant que parent d'élève, elle a milité pour que les enfants soient consultés sur les nouvelles activités périscolaires, pour Ouais, qu'on entende leur point de vue aussi, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, par l'usage en tout cas. Et, euh, et elle vient de l'obtenir, mais toutes les décisions ont été prises, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, la ville a déjà décidé de revenir à la semaine de 4 jours et à la suppression des nouvelles activités périscolaires. Et maintenant, on va demander leur avis aux enfants. Donc le timing est quand même un peu crucial pour que ça ait un sens. Parce que alors là, je sais pas à quel niveau de participation on est quand on demande l'avis des gens et qu'il est trop tard. voilà, on creuse là. Ouais. Là, on monte pas vers le haut, on descend vers le bas, on creuse. Et non, mais c'est catastrophique, hein, parce que les gens, enfin, ce type de choses, ça crée la défiance. Et, euh, la confiance, ça se construit enfin, vous savez ce qu'on dit, c'est la confiance, ça se construit, enfin, ça se monte par l'escalier, mais la défiance, ça peut descendre beaucoup plus vite. Et non, tout ce qu'on fait dans ce genre-là, c'est terrifiant. Le résultat est vraiment pas bon, quoi. Ouais. Moi, je dis la confiance, ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. C'est la même chose. Ce qui nous redit qu'on est d'accord sur le retour désintéressé ou pas de certaines associations. Du coup, l'intérêt de bien choisir ses assos. Dans son cas, la maison de quartier, la ludothèque associative, une assoce de soutien scolaire. Les fautes Ouais. d'orthographe n'ont aucune importance quand on peut discuter. Oui, sur un chat, c'est pas une note, enfin oui, c'est moins grave. C'est moins Ok, critique. on a rien laissé passer là parce qu'on. Je crois pas, mais Muriel Ouais, en a répondu. non, je crois pas. Ok, ben, avez-vous d'autres questions? Oui, il y a différentes prises de parole là. Je vous rappelle que vous pouvez aussi lever la main et qu'on peut vous donner la parole par le micro, hein, si besoin. Si vous avez un micro, ouais. Si vous avez un micro, évidemment. En même temps, ça repose un peu la main de Sandrine comme ça pendant ce temps-là.
Merci Lorraine. À bientôt, à lundi pour le webinaire. Ouais. Euh, super Béatrice, très enthousiaste et qui va bricoler son micro. De notre côté, moi j'aimerais savoir une chose, c'est est-ce que la controverse, vous aimeriez la voir dès le lundi? Et est-ce que vous avez d'autres pistes d'amélioration pour nous, pour le MOOC? Vu Sandrine? Anne-Claire salue le scribing. Sandrine a un grand talent. Elle exerce en indépendante, je fais sa pub. Merci beaucoup pour ces explications et échanges, avec plaisir. Alors, donc la personne qui s'appelle Foussadi à nouveau nous dit Ouais. derrière cette notion d'innovation territoriale, on interroge de nouveau les grandes questions posées en son temps par la démocratie participative. Seuls les termes changent, mais les questions 20 ans plus tard demeurent. Alors Olivier, Alors, controverse pour Olivier ça. oui et non. En fait, c'est pas la démocratie participative, c'est la participation citoyenne. C'est pas exactement la même chose. Euh, euh, je pense que de toute façon, l'idée que les gens votent une fois tous les 6 ans ou tous les 5 ans et c'est fini, est de moins en moins supportée par tout le monde. En même temps, ils veulent pas non plus être sollicités tout le temps. Enfin, on voit des villes qui ont systématisé les participations citoyennes où c'est des réunions publiques, etc., avec des gens qui viennent à 10 pour des budgets énormes. Enfin bon, ça marche pas non plus. Non, ce qui est intéressant, c'est de prendre en considération les usages. Je vais vous donner un exemple. Il y a un département qui a travaillé sur ces liaisons interurbaines. Ces cars, quoi. Ils sont vides. Les cars des départements, ils sont vides en général, sauf exception locale, parce que en province, je parle, hein, Catherine. Hein, nous, tu sais, nous, les gens qui habitons très loin du périphérique. Nous avons une vie un peu différente, tu sais, nous, le haut, le gaz, l'électricité, ça fait pas très longtemps, tout ça. Et donc, les cars étaient vides, et donc il y a eu une étude, ils sont allés voir les gens. On co-construit pas des liaisons interurbaines avec les gens. Par contre, en écoutant les remarques des gens sur bah oui, mais on sait pas à quelle heure il faut le prendre, on sait pas combien ça coûte, etc., etc. Ils sont arrivés à une proposition qui est de dire bon bah on met l'écart à 2 euros partout quoi qu'il arrive et on voit s'il y a des gens qui viennent dedans. Ils ont fait un test, ils sont passés sur ce dispositif là et l'écart coûtait toujours autant d'argent hein, parce que mais par contre ils étaient pleins. Donc le service public était mieux rendu. Et là ils n'ont pas fait une réunion publique là-dessus, mais par contre ils ont pris en considération les usages. Et voilà, c'est là où on n'est pas exactement sur le même plan en fait. On utilise des méthodes qui sont celles enfin, je l'ai déjà dit le mot là de désirabilité dans le MOOC, oui, j'ai déjà dit à ce moment, au Ah moment, oui, oui, enfin, oui, c'est là. Hein. on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ils vont utiliser ou pas, et qu'est-ce qui fait que les gens ils vont préférer faire comme ça. Enfin, comment on rend les choses enfin euh, désirable au sens où ça soit, comment dire, soit plus beau, soit plus pratique, plus ergonomique, soit parce que ça va être une bonne expérience, soit parce que ça renvoie une bonne image de soi. Des fois, même faire des trucs un peu durs, eh ben, ça rend une bonne image de soi. Prendre son vélo, quitte à prendre un peu de temps en temps de la pluie. Moi, j'habite dans l'ouest de la France. Hein. Sur la tête, ben c'est pas grave dans l'absolu la pluie parce que on est content d'être sur son vélo en ville. On a l'impression qu'on participe à changer un petit peu les habitudes des gens. Donc, on est un petit peu au-delà de la démocratie participative dans le sens où enfin, un petit peu à côté en fait de la démocratie participative. On est sur les usages et la participation citoyenne, ce qui n'est pas exactement pareil. Alors on a Gaël qui nous a donné son prénom, Gaël Foussadier, qui participe depuis tout à l'heure et qui dit c'est une question d'honnêteté dans le choix des méthodes et qui demande si on n'est pas en train d'emprunter les techniques du marketing, tout simplement. Ah, non, bah non, parce que le marketing, c'est les basses. C'est pas.
Alors, le marketing aujourd'hui est en train de venir sur une personnalisation à outrance comme ça. Mais c'est le marketing, c'est une compréhension des systèmes, alors que nous on repart des usages. En fait, c'est pas les méthodes du marketing, c'est les méthodes du design. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le marketing, son enjeu, c'est de refourguer les trucs qui ont été produits, alors que l'enjeu du design, c'est de faire en sorte que ce qui est produit corresponde à un besoin. C'est pas exactement la même chose. Enfin, j'ai pas de problème avec le marketing ici, j'en ai plein, mais il y a des méthodes qui sont entendables, mais ça part pas du même endroit. Nous, c'est vraiment, on part des gens, on essaye de comprendre en retrouvant des récurrences à quoi on peut répondre, et c'est comme ça qu'on fait. Alors que de l'autre côté, le marketing, ça part de la masse, et puis ça va de plus en plus vers les gens. On est plus vers les sciences humaines que dans le marketing, en fait, voilà. Ou le Mm. design, voilà. Et puis je dirais que il y a quand même une différence de finalité puisque le marketing c'est pour vendre et c'est à but lucratif, alors que le design pas forcément du tout. C'est vraiment le but de faciliter l'usage, c'est pas le but de vendre quelque chose. Ouais, il y a le marketing territorial aussi, hein. Il y a des collectivités qui font du marketing, mais justement, on voit bien la différence. Elles vont être dans parfois de la facilitation, mais souvent ça va être, oui, ben une grande collectivité, ça doit faire ça, ou une collectivité sur la côte, elle doit absolument avoir une piscine en plus pour les jours où il fait pas beau. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais on est plus dans des grandes, dans des données de masse, alors que là, nous, on essaye de dire, mais alors concrètement, pour Madame Machin. Comment ça va se passer quand elle va aller faire sa démarche pour obtenir sa carte d'identité et à partir de là on reconstruit quoi. Non, 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 mais moi je prends ça très bien. Au contraire, je suis content de pouvoir l'exprimer parce que je dis je provoque un peu, désolé. Non, non, alors la question de l'honnêteté, par ailleurs, elle est effectivement posée. Je vous le dis comme je le pense. Il y a une partie découverte, il y a une partie mais oui, oui, il y en a qui en profitent pour pousser des choses qui sont pas forcément enfin, d'un angélisme aussi fort que celui que je vous décris. C'est en fait. Mm. Et puis parfois les élus cherchent à vendre, oui, certes, il y a certes, c'est un des enjeux aussi des collectivités d'attirer des gens sur leur territoire, parfois, donc oui, soit pour soit de passage, soit pour y vivre, donc oui, effectivement. On a eu aussi quelque chose qui a rien à voir, mais Dehan qui nous répond sur la controverse et qui dit c'est difficile à gérer en plus du reste, ce que j'entends tout à fait, hein, la difficulté de disponibilité. Deuxième remarque, n'étant pas directement dans ce quotidien, je n'ai pas beaucoup de règles à partager. Alors là-dessus, nous, tous les témoignages, que ce soit, enfin, de quelque côté de la barrière qu'on soit, sont valables. Donc on est tous citoyens, on a probablement tous quelque chose à dire. Ou des questions qu'on se pose, qu'on peut partager aussi, parce que ça suscite la réflexion chez d'autres. On n'est probablement pas tout seul à se la poser, et on n'est pas probablement pas tout seul à y réfléchir. Donc pour la controverse, en fait, quel que soit notre point de vue et quelle que soit la nature de notre contribution, elle sera enrichissante pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur. Mais ce qui est vrai, Catherine, c'est que les gens qu'on connaît, les gens qui sont lancés dans l'innovation territoriale depuis longtemps, dans l'innovation publique, nourrissent pas. Faudrait qu'on parle aux copains, quoi, leur dire, hé les gars, vous voulez pas nous aider un petit peu là, parce que ils sont pas là. Je vois bien, hein, on les a pas sur ces petits trucs-là, alors que c'est pourtant là que ce serait intéressant. Peut-être que c'est à nous de mobiliser nos réseaux sur ces questions-là pour qu'ils viennent, quoi, Ben, pour avoir des témoignages sur des gens qui ont déjà fait, effectivement, parce que la remarque est vraie, hein, on demande à des gens qui commencent de nous parler de leur expérience, ils n'ont pas forcément. oui, mais ça fait. Enfin, moi, je trouve qu'une expérience d'usage, c'est intéressant aussi, et c'est vrai qu'on accepte même les points de vue d'experts. Moi aussi, je vais provoquer. Alors, les enquêtes, l'observation territoriale, oui, 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 bien sûr, c'est tout cela est pas très
est pas très différent. Je regarde ce qu'a mis Christelle là, Mm. euh, les enquêtes, l'observation territoriale, on peut apprendre plein de choses sur les usagers, absolument, absolument. Mais de toute façon, la partie observation, c'est souvent des trucs qui viennent de l'ethno, de l'anthropologie, de la socio, des choses qui rejoignent l'observation, qui rejoignent les enquêtes. Hein, c'est souvent à partir de là qu'on fait. Il y a quelques méthodes qui sont très euh, participantes qui vont plus loin que, enfin, qui font différemment. C'est-à-dire accompagner quelqu'un dans son quotidien, le faire parler ou trouver des moyens de faire parler à partir d'objets ou de représentations. Ça, c'est des méthodes qui sont plus liées au design, mais globalement, il y a une partie qui est très commune avec tout ça, hein, avec les développeurs territoriaux. Quand on en parle, on se rend compte on a des pratiques communes. Ouais. Et Muriel qui dit qu'ils ont réalisé un questionnaire avec 1000 répondants quand même sur les usagers et non usagers de bibliothèques. Ça, ce serait super intéressant. Dans la discussion, je ne veux pas insister, Muriel, mais du coup, ça peut Ouais. être très enrichissant de savoir comment vous avez fait, ce qu'il en est ressorti. Donc là, ce qu'il en est ressorti, c'est que répondre aux besoins des habitants était primordial, d'où une mission de design de service sur une bibliothèque. Ouais. Un C'est- domaine qui a été très, très, très investi, les bibliothèques. C'est-à-dire comment on fait pour que ça soit des instruments de diffusion de la culture et de débat. On a une question d'Alexandre. Je lui donne la parole. Ah oui, oui, bien sûr. Je suis en train de le faire. C'est bon, Alexandre, vous avez le micro. Voilà. Alexandre, vous avez le micro. Normalement, là, c'est bon. Vous N'oubliez pas, m'entendez? Alexandre, d'activer le micro qui est en haut de votre écran au milieu. Allô? En haut. Ouais, c'est bon? Voilà. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Euh, Moi, C'est donc, le j'ai Faut blanc qu'il qui soit doit pas vert. appuyer. énormément d'expérience en termes de Voilà. À côté participation du citoyenne. haut-parleur. Enfin, voilà, j'ai fait quelques études en Oui, sciences Ouais, politiques c'est exactement. où bon. Bravo. on en a parlé, mais en expérience pratique, j'en ai pas beaucoup. Oui, Mais je suis dans un mouvement politique un peu au niveau local et on va essayer de mobiliser un peu les citoyens sur les élections européennes. Et moi, je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que pour ça, on va faire une conférence, peut-être on va essayer de faire des événements autour de l'Europe, mais l'idée qu'il faudra co-construire avec les citoyens, c'est-à-dire on ne connaît pas encore les besoins des citoyens avant d'avoir fait cette conférence. Il y a une espèce de paradoxe là, donc il va falloir essayer justement de les faire parler. Mais pour construire ce projet, on reste un peu dans le flou parce que justement on ne connaît pas encore les besoins et on les connaîtra plutôt après coup. Donc voilà, c'était juste une réflexion que je me faisais. C'est intéressant de voir que là, c'est inversé, c'est difficile de pouvoir d'avoir comme objectif et de penser aux usagers avant même d'avoir fait l'événement. Alors voilà, j'ai changé des façons un peu innovantes de les faire participer pour dire eux-mêmes le thème de la conférence, peut-être, par exemple. Ce sera intéressant avec des moyens numériques, peut-être un sondage. Enfin bon, voilà, c'était des réflexions que j'avais. Et je me demandais si vous pouviez dire quelque chose là-dessus sur le fait qu'on pouvait difficilement, on n'avait pas encore, on connaissait pas le besoin de l'usager à ce stade-là, et on le connaîtra seulement une fois que la conférence a eu lieu et une fois que le projet a plus ou moins abouti. ça, oui. On peut considérer ça comme un projet de conférence et l'optique des élections européennes et le fait d'intéresser les citoyens aux élections européennes. Là, on est un petit peu à côté de ce qu'on fait. Nous, on est sur les usages hein, des gens, enfin, une fois qu'ils ont voté, quoi, finalement. Mais de fait, oui, c'est le problème de tous ces dispositifs-là, c'est arriver à, à avoir des éléments tangibles sur ce qui intéresse les gens.
avant de leur faire des véritables propositions. L'Europe est un lieu d'innovation publique. Il y a des programmes interrégionaux qui permettent à des collectivités comment dire, de confronter leurs problématiques suivant les pays. Hein. On a des grands, comment dire, des grands anciens. J'aime bien dire ça parce qu'il a mon âge, François Gégou, par exemple, qui est à Bruxelles, qui passe son temps à faire des programmes européens. Et ils sont assez ouverts à ces questions-là, d'ailleurs, dans l'Union européenne, puisque les dispositifs sont nombreux. Ils se rendent bien compte qu'ils sont un peu complexes et que personne ne comprend ce qu'ils veulent. Et donc, ils essayent de se prendre. Voilà. Mais ça pose la question de la construction, de la co-construction. Démarches récursives comme on les adore, nous. Et c'est vrai que ça s'organise, ça se pense, et y compris l'informel peut se penser. Il y a des mouvements comme ça qui se sont lancés en disant bah, on sera tous les dimanches, on sera assis au bistrot du marché et ceux qui veulent venir discuter avec nous, vous venez discuter avec nous. Disponible simplement sur un espace qui soit numérique ou physique. Il y a plein de choses à réfléchir pour organiser la co-construction. Et ensuite, la co-construction, c'est aussi de construire un environnement, un cadre de sécurité psychique, on va dire, pour que les gens se sentent en confiance et puissent dire vraiment ce qu'ils ont à dire. Et puis un espace physique ou un dispositif qui permette de le faire en toute sécurité, en toute tranquillité, en toute ouverture. Ça se pense en effet avant même la co-construction, c'est vrai. Alors, on a une question sur les évolutions numériques de la collectivité, c'est-à-dire la plateforme de service qui peut pour la collectivité. C'est ça que vous faites? Aider sur. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, il y a pas mal de dispositifs, hein, il y a pas mal d'endroits où ça a été fait. Peut-être qu'il faut essayer d'avoir des retours d'expérience. Moi, j'ai vu des papiers dans Brief, la revue là des collectivités, de la communication collectivité locale sur ces questions-là. Euh, Souvent, ce que je sais, je connais des designers qui ont travaillé sur ces questions-là avec des usagers. Euh, Ils ont souvent aidé à rendre simple les choses. En fait, il faut arriver à voir ce qui a de la plus-value à l'asynchrone, à pouvoir faire sa démarche à minuit ou dans le bus quand on se rend sur le travail. Euh, et ce qu'on n'est pas, ce qui doit être que descendant. On peut l'autre sujet, c'est aussi tout ce qu'on peut préparer, qu'on peut arriver juste pour faire la démarche définitive une fois qu'on vient dans la collectivité. L'État de ce côté-là, alors là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller regarder parce ils ont déployé un nombre de choses sur ces questions-là et notamment avec Etalab qui est très intéressante. Par exemple, il y a tous les dispositifs autour des pré-plaintes. Vous remplissez votre plainte et vous vous déplacez pour la signer. Ça dure 10 minutes là où ça durait 2 heures avant. Des choses comme ça. Donc il y a plein de choses à aller voir de ce côté-là pour simplifier simplifier la vie des gens. Après, ça peut pas tout régler le numérique. Hein. Il faut pas oublier ça et il faut pas oublier que comment dire, ça peut complexifier même si on s'y prend mal, si on s'y prend mal. Mais en tout cas, associer des gens, ben il n'y a pas d'autre solution que bah, peut-être de le faire, de prendre des gens qui sont capables d'aller recruter des populations. Ça existe, hein, les cabinets ministères ou les choses comme ça. Enfin, il y a des structures qui sont susceptibles de ça. Même les designers, un designer, il aura une idée de qui aller voir pour avoir des feedbacks, quoi. Alors Anne-Claire qui nous donne un témoignage rigolo aussi, elle dit dans ma commune, les élus font sans cesse des questionnaires et ne les exploitent jamais derrière. Parce qu'on le dit pas assez, mais c'est très très chiant de dépouiller des questionnaires. Et non, mais c'est vrai.
Et là, pour le coup, ça vaut le coup de s'outiller un petit peu et d'avoir des choses qui permettent de faire des croisements, etc., etc. Parce que c'est très pénible. Il y a la question statistique et puis il y a la question aussi de peut-être une réponse qui soit pas une réponse à une question fermée, mais il y a une question ouverte où on peut aller avoir la très bonne idée, mais ça veut dire qu'il faut tout lire, quoi. Il faut tout se taper, quoi. Et c'est un peu long. Et souvent, on n'a pas les personnes pour faire ça. Et c'est bête parce que un bijou, c'est de l'or d'avoir que des gens comment dire, qu'on travaillé pour soi, quoi. Mais on le prend pas comme ça. On le prend pas suffisamment comme ça. En numérique, c'est plus facile, hein, il y a des outils qui aident quand même. Euh, Ouais, ça en règle pas la papier, question. en papier, c'est plus compliqué. Et ça règle pas la question de la pépite, c'est-à-dire vraiment de la bonne idée qui est là au milieu de nulle part. Tu sais, il y a plein de trucs, des gens qui disent oui, je sais pas, etc. Et puis au milieu, t'as un truc de fou qui t'évoque. Non, mais on n'est jamais à l'abri de ça dans ce type de dispositif. Et ça peut, enfin, quelqu'un peut nous amener, alors pas en tant que tel par rapport à sa proposition, peut-être évoquer quelque chose qui va développer, déployer un truc derrière, quoi. Donc ça demande quelque chose de très très attentif. Et même et les prestats extérieurs peuvent faire la gestion sur le nombre, etc. Mais par contre, sauf s'ils sont vraiment très liés à l'histoire de la commune ou l'histoire du département, etc., ils comprennent bien les politiques publiques, ils vont laisser passer les pépites. Enfin, il y a un risque qu'ils laissent passer les pépites. En tout cas, pour revenir à la controverse, dire ce qui marche pas, c'est aussi un témoignage. Oui. Même c'est mieux. C'est un des trucs, je l'ai pas dit sur le benchmark, mais souvent le benchmark, on raconte que les trucs qui se passent bien et ils nous ont pas raconté quand ils ont galéré 2 mois sur un truc, à trouver une solution sur un point précis. Ça jamais, on raconte jamais ça. C'est d'ailleurs, au départ de l'histoire de la 27e région, il y avait quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'était sur une bibliothèque, une responsable d'un projet pour monter une bibliothèque qui avait ouvert un blog et qui racontait jour après jour le montage de son projet et les difficultés qu'elle avait à faire tout et n'importe quoi. Et les gens de la 27e sont tombés dessus et ils ont dit ah mais ça vaudrait le coup de le faire à puissance 100 ça. Voilà. Puis tant que personne lisait son blog, elle était tranquille. Et puis un jour, ça a fait un peu de bruit. Alors on lui a demandé de l'arrêter. C'est drôle. Enfin ça arrive. Mais au départ, c'est des histoires de fail, des histoires d'essais-erreurs qui ont motivé l'arrivée de l'innovation publique dans notre pays, quoi. Voilà, je raconte mes histoires. On en a jamais marre, Olivier. C'est vrai. Moi, des fois, je me. Enfin, bon. Super histoire, tu vois, je suis pas toute Oui, seule. merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir parce que des fois, j'ai un peu. Enfin, bon, voilà. Un peu père Castor, quoi. Le père Castor de l'innovation publique. Sandrine, de l'innovation. Non, Non, tu peux pas, voilà. je crois beaucoup à l'essai-erreur, Diane, Claire, effectivement. Oui. Ouais, enfin oui, il y a pas, je vois pas trop. Enfin, mais c'est un vrai problème de l'action publique, c'est que à partir du moment où on décide que l'administration peut pas se tromper, eh ben on s'empêche plein de choses, et notamment dans l'esprit d'accepter l'erreur, ça permet de progresser de façon beaucoup plus forte. Ça permet d'apprendre en fait, c'est tout bête, hein, parce que si on refuse l'erreur, eh ben on peut pas apprendre. J'ai fait un article là-dessus, c'est un peu compliqué. On va lire ce que nous disent Anne-Claire et Christelle, et puis après il va être l'heure de se dire au revoir. Soit je gagne, soit j'apprends. Citation attribuée à Mandela, effectivement. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais apprendre, c'est vraiment enfin, c'est vraiment le truc central de l'innovation publique, c'est essayer d'apprendre des choses et d'essayer d'apprendre des gens.
c'est vraiment le truc central. Si on veut pas apprendre, il faut pas faire ça. Ok, mais Donc je pense voilà, qu'on va peut-être se on dire laisse au la. revoir si attends, Christelle nous dit quelque chose et Chabot aussi. Merci, ben oui, effectivement, il est 11 heures, donc Ouais. si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, on va se dire au revoir. Au revoir Christelle, au revoir Chabot. Anne-Claire qui dit bonheur pour dire au revoir et bonjour. Donc bonheur Anne-Claire. Ouais, merci. Gaëlle, bonne journée également. Donc ce webinaire est enregistré et vous pourrez de toute façon le reprendre sur le MOOC d'ici quelques jours. Absolument. Je vais m'y atteler. Merci beaucoup. Écoutez, on va se dire au revoir à ce moment-là. Merci de nous avoir permis d'apprendre tous ensemble. On termine sur apprendre des gens, c'est exactement ce qu'on vient de faire les uns avec les autres. Donc merci Sandrine pour la facilitation et pour ce mot de la fin qui est parfait. Merci, Muriel. Ouais. Bravo, Sandrine. Bravo. Ouais. Au revoir Gaëlle, Sylvie, Muriel, et puis Philippe, Loïc, Aurélie qu'on a moins entendu, Val qu'on n'a pas entendu, mais merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve lundi pour le webinaire de débrief de la semaine.